Je rappelle qu'il y a encore des posters à récupérer ou sinon ils vont être brûlés. Donc si vous voulez bien récupérer vos posters qui sont encore affichés. Je rappelle donc que cette plateforme est accessible pour tous les médecins qui exercent en France. Malheureusement, on n'a pas de la part du sponsoring des laboratoires cette labillité avec les francophones qui n'habitent pas en France. Et donc pour ces francophones, je vous engage à ces 120 € l'année à titre individuel. Donc soit ils engagent ça, c'est des frais déductibles, soit ils demandent à un laboratoire d'être sponsorisé. Et donc j'engage ici tous les francophones non français à aller vers les laboratoires avec lesquels ils travaillent pour pouvoir nous aider à faire de cet outil, non pas un outil franco-français qu'on ne veut pas, mais un outil francophone. On en serait extrêmement ravis. On va poursuivre sans plus tarder avec la session hépatologie où on va avoir un one-man show. Ah pardon. Vous finirez la modération. Je suis désolé. Donc, les pathologies, un one-man show d'Alexandre, on t'écoute. Merci. Donc, je vais présenter une série de questions à nouveau qui ont été posées. Alors, ça va être un peu décevant, parce que dans beaucoup de cas, on n'a pas vraiment de réponse ferme ou une littérature extrêmement abondante. Toujours dans le même principe de l'ordre alphabétique. Donc, une des premières questions, c'est agénésie de la vésicule biliaire. Donc en fait, avec les échographies anténatales, on voit de plus en plus des suspicions d'agénésie de la vésicule biliaire qui peuvent être confirmées ou pas en postnatal. Alors, bon, agénésie de la vésicule biliaire, quand vous êtes hépato, vous pouvez penser à atrésie des voies biliaires, mais finalement, quand on va voir, ce n'est pas forcément le cas, et dans ce cas, c'était un enfant qui allait bien, bilan hépatique normal, pas de décoloration des selles, pas d'ictère. Il y a une petite littérature, mais pas extrêmement importante sur ces tableaux-là. Donc, il s'agit d'une entité asymptomatique. Alors, assez paradoxalement, ce n'est pas tellement les pédiatres qui ont beaucoup publié là-dessus, mais les adultes, parce que c'est découvert de manière fortuite, enfin, vraiment les échos anténatales chez les adultes qui se plaignaient de douleurs abdominales. Et c'est là où on voit qu'il y a une espèce de différence, parce qu'il y a une incidence qui est entre 10 et 65 pour 100 000 suivant les séries. Dans les séries cliniques, c'est quand on fait une écho à quelqu'un qui a des signes, il y a 3 femmes pour un homme. Quand on fait sur des autopsies, il y a une femme pour un homme, donc le sexe ratio est équivalent, ce qui montre qu'il y a un biais si on les recherche juste sur signes cliniques. Et c'est découvert sur symptomatologie de type de colique. Il y a une revue de la littérature qui avait colligé tous les cas publiés, qui sont beaucoup plus fréquents que ça. Donc sur 280 cas d'agénésie, d'absence de visualisation de la vésicule biliaire à l'échographie anténatale, elle était retrouvée dans plus de 2 tiers des cas finalement, c'est-à-dire que c'était une fausse absence de vésicule biliaire. Elle était isolée dans 1/4 des cas. Et vous voyez que dans cette série, alors il ne reste plus beaucoup, sur une centaine de cas, il y avait que 4,8% d'atrésie des voies biliaires et 3% de mucoviscidose. Donc si vous avez un tableau d'absence de vésicule biliaire isolé, sans perturbation du bilan hépatique, avec un enfant qui va bien, alors ça peut être aussi syndromique, donc il faut voir s'il n'y a pas d'autres syndromes associés, donc vraiment isolé. On peut proposer une surveillance, et alors c'est juste une recommandation, quand l'enfant est assez grand pour avoir une cholangio-IRM, d'en réaliser pour bien visualiser l'arbre biliaire et voir qu'il n'y a pas d'autres anomalies. C'est surtout pour la suite, parce que souvent après, à l'âge adulte, certaines pathologies d'atrophie des vésicules biliaires peuvent apparaître aussi. Ça permet d'avoir vraiment un examen de débrouillage qui permet de dire que l'arbre biliaire était normal en âge pédiatrique. Alors notre question, c'est les bile plug syndrome ou Lean-Spiciated Bile Syndrome, donc le syndrome de bile épaisse. Que faire? Alors on va déborder un peu la question, c'était sur un enfant de 3 jours avec mise en évidence d'un sludge vésiculaire, donc de boue biliaire sans dilatation des voies biliaires. Alors c'est un tableau qui effectivement peut être global, il peut y avoir des authentiques lithiases. Alors, on est souvent confronté à ça sur des enfants qui ont une dilatation des voies biliaires sur une lithiase en période néonatale avec une authentique décoloration.
Alors, sur les lithiases, la prise en charge peut être plus ou moins, il y a des passages spontanés, il faut des fois aller jusqu'à la radio interventionnelle. Alors, dans les articles, mais ce n'est pas très étayé. Si en gros, ils vous disent qu'est-ce qui peut favoriser ça, la nutrition parentérale, les hydratations, la dénutrition, les infections, la cardiopathie, les médicaments, probablement tout ce qui va entraîner une déshydratation ou certaines substances qui vont précipiter peuvent favoriser les lithiases. S'il y a des lithiases isolées, il n'y a pas forcément quelque chose à faire. Si elles sont enclavées et qu'elles sont symptomatiques, alors nous, notre attitude, mais qui est à Marseille le plus souvent, on essaie d'attendre que ça passe si jamais il n'y a pas de signe d'infection. Et on va très rarement à la radio interventionnelle qui nécessite une AG qui peut parfois ne pas être suffisante. Par contre, si c'est de la boue biliaire, c'est-à-dire que ce n'est pas lithiasique, il n'y a rien à faire. Et surtout qu'il faut savoir que le sludge est un état dynamique, c'est-à-dire qu'il peut être visualisé à un moment à l'écho et puis il peut tout à fait disparaître, notamment si les conditions sont levées. Par exemple, quand vous, les enfants sous parentérale, si vous remettez, si vous cyclisez, si vous mettez de la nutrition, ça peut tout à fait suffire à permettre la résorption. Et on met souvent de l'acide urso-désoxycholique, sans qu'il y ait toujours un niveau de preuve très élevé sur l'efficacité. Mais bon, vous me direz, c'est pas dangereux, donc l'un dans l'autre. De toute façon, en hépato, on met de l'acide urso-désoxycholique à peu près tout le temps. En se disant, si ça peut pas faire de bien, ça fera pas de mal. Bon, c'est pas très, très fort, mais c'est finalement ce qu'on fait en pratique. Alors ça, c'est quelque chose qui a été présenté à la table ronde hier, donc on va revenir rapidement. C'est le cas de la suspicion d'hépatite médicamenteuse. Alors, ce qui avait été mis dans la présentation, vous savez que faire la preuve d'une hépatite médicamenteuse, c'est compliqué. Alors quand c'est aigu, ça peut aller, puisqu'on a la chronologie. Si jamais c'est quelque chose de chronique, c'est un peu plus compliqué. Donc il y avait cet algorithme donc, qui a été publié en 2022 qui est assez complet. Déjà, on essaye de voir le type d'atteinte hépatotoxique supposée. Est-ce qu'elle est hépatocellulaire, mixte ou cholestatique, avec le ratio ALT sur phosphatase alcaline, alors, qui, comme ça a été dit, probablement en pédiatrie, ce n'est pas très utile, on préférerait utiliser les gamma-GT. Il faut quand même toujours se poser la question d'exclure les autres causes, qu'elles soient infectieuses, auto-immunes, et c'est vraiment probablement le message premier, c'est qu'il faut penser aux causes médicamenteuses, mais d'abord on exclut les causes fréquentes et traitables, et après on peut utiliser le score de RUCAM, et quand vraiment rien ne va et qu'on ne comprend pas, si jamais ça ne s'améliore pas une fois qu'on a enlevé le traitement, on peut aller jusqu'à la biopsie hépatique. Donc le score de RUCAM n'est pas extrêmement compliqué, mais un peu compliqué, enfin un peu chiant à calculer. Puis comme vous voyez, c'est encore un score d'adulte. Vous avez l'âge qui a introduit, la prise d'alcool, qui ne sont généralement pas des problèmes majeurs en pédiatrie. Et à la fin, vous avez un score qui va de 1 à 8. Et si vous êtes à 8, ça fait que c'est très probable, sachant qu'il y a voilà, le temps d'exposition, la diminution si jamais vous arrêtez le traitement. Enfin, il y a ces choses qui sont assez évidentes. Simplement, ça met en écrit des éléments qui disent que si l'atteinte hépatique disparaît quand vous avez mis un traitement et qu'en plus vous n'avez pas trouvé d'autres causes, a priori c'était le médicament qui était responsable. Alors c'était une question, alors, vous voyez qu'on a tout. Alors les gens s'inquiètent quand il y a quelque chose chez les parents, l'impact chez les enfants. Alors des fois on se dit bon, alors hépatite auto-immune chez la mère, qu'est-ce qu'on fait chez le nouveau-né? Alors là il proposait une patiente qui avait une hépatite auto-immune sous Immurel bien contrôlée, l'enfant naît à terme, et qu'est-ce qu'il faut faire? Rien du tout, un suivi. Bon, alors, on a peu de données. Alors, premier élément, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut distinguer le risque durant la grossesse et le risque sur l'enfant. Il y a un surrisque durant la grossesse et essentiellement de décompensation de la maladie et de prématurité, et qui, voilà, dans certaines études, est très notablement augmenté. Vous avez 3 fois plus le risque d'avoir une naissance prématurée. Ce qui peut avoir un risque chez l'enfant, parce que si vous naissez prématuré, quelle que soit la cause, tout le pool de risques associés à la prématurité vont être présents. Par contre, si l'enfant naît et va bien, est-ce qu'il a un risque? Et il y a une étude de Hennegan et collaborateurs qui avait suivi 31 enfants sur une période de 10 ans, donc avec un suivi long, et il montrait qu'il n'y avait pas eu d'anomalie spécifique, c'est-à-dire qu'une fois la naissance passée, s'il n'y a pas eu d'aliment, il n'y a pas de surrisque de malformation congénitale a priori, donc on peut être tout à fait rassuré pour l'enfant et ne pas faire de surveillance spécifique, voilà, hors circonstances associées à la prématurité. Et une autre question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'Immurel? Et l'Immurel peut être continué en cas d'allaitement, puisqu'il y a un très peu de passage au niveau du lait. Donc ça, c'était une question,
peut-être la dernière en plus, je crois. Ah non, il est après, excuse-moi. C'était une question qui a déjà été traitée par le docteur Garcet hier, qui était la décoloration des sels non ictériques. Alors, ça va être beaucoup plus synthétique que ce qui avait été dit hier, mais c'est pour rappeler cette espèce de... Ce qui est bien avec Crossdoc, c'est qu'on voit, notamment parce qu'on travaille tous en centre hospitalier de recours, on a un peu tendance à avoir la vision, même si on voit un peu des choses générales, de ce qu'on voit. Si finalement, déclaration des sels, vous nous dites ça, on dit voilà, AVB jusqu'à preuve du contraire, hépatite cholestatique, il faut absolument trouver. Puis après, vos collègues vous disent oui, bon, enfin, vous êtes bien gentil, mais enfin, nous, on en voit beaucoup qui vont pas si mal que ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et donc, même tableau, enfant, bonne croissance naturo-pondérale, sels blanches sans ictère à chaque décompensation. Bon, vous avez des fois des photos des sels, j'en ai pas à vous présenter, qui sont décolorés. Alors, c'est le même schéma qu'avait présenté Dr Garcet. En fait, déjà, ce qu'il faut bien se dire, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de littérature. Donc, à partir de là, on va partir de la physiologie, ce qui est toujours un bon moyen d'essayer de réfléchir. C'est-à-dire que quand on n'a pas de littérature, on fait la physiologie. Et qu'est-ce qui colore les sels ? Alors, moi, je fais les cours aux externes, enfin aux étudiants en médecine en France. Je peux vous dire que la majorité ne savent pas d'où vient la couleur des sels. Si je leur dis qu'est-ce qui fait que les sels sont colorés, ils vous disent bon. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir. Et donc, vous savez tous que c'est lié à la bilirubine, qui finalement est quand même un pigment extrêmement important, puisque la bilirubine venant de la dégradation de l'hémoglobine, c'est-à-dire que c'est la même source finalement qui donne la couleur rouge au sang et la couleur jaune aux urines, la couleur marron au sel. Donc, il y a une espèce d'unification global. Je vais faire aussi, je vais profiter du fait qu'on ait du temps pour vous poser une question que je pose toujours, pour que vous allez pouvoir briller en société. Quelle est la couleur du sang des poissons ? Oui, c'est bleu. Et pourquoi ? Bleu ou vert, ou des crustacés, ou des poulpes. Parce que c'est le cuivre qui est utilisé comme ion au niveau de l'hémoglobine. Contrairement à nous, c'est le fer qui donne la couleur rouge. Et on peut même faire un saut par rapport aux schtroumpfs, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait publié que les schtroumpfs étaient bleus, parce qu'il y avait probablement du cuivre comme ion métallique qui leur permettait de faire passer le... Mais si on revient à notre couleur des sels, donc c'est la bilirubine qui va passer dans le tube digestif. Alors, une partie est réabsorbée, ce qui donne d'ailleurs la couleur des urines au niveau du cycle entéro-hépatique. Et donc, finalement, on va donner la couleur des sels. Et donc, c'est vrai que quand on a un enfant qui a une atrésie des voies biliaires, on voit que sans bilirubine, les sels sont blanches, mais ce n'est pas une vue de l'esprit, elles sont blanches comme une feuille de papier. Et donc, probablement, du moment qu'il y a des vitesses de transit différents, qu'il y a peut-être un relargage plus lent de la bilirubine, on aura des sels qui vont être plus ou moins décolorés. Alors, la littérature est extrêmement faible. C'est un euphémisme pour dire qu'il n'y a rien. En fait, si on fait de l'évidence-based médecine, vous ne trouverez rien qui vous dira que les sels décolorés puissent être physiologiques, puisque on va vous dire, oui, ça peut être associé aux infections par rotavirus ou dans certains cas à des sels grasses, ce qui avait été dit notamment le cas hier à une maladie cœliaque. Dans la littérature grise, vous savez, c'est tout ce que les gens disent qui parfois contiennent des choses intéressantes. Oui, le calcium, la stéatorée peuvent donner des sels pâles. Donc, au final, on arrive à ça, la conclusion, c'est que ça existe. Bon, il faut être sûr que ce soit pas cholestatique, donc il faut que l'enfant ne soit pas jaune. Si vous avez un doute, on peut néanmoins aller jusqu'à faire un bilan hépatique. Alors, par contre, si vous avez un bilan hépatique strictement normal avec des sels décolorés, il n'y a pas de miracle. A priori, si la bilirubine est normale dans le sang et que les sels sont décolorés, c'est qu'elle ne s'est pas accumulée quelque part. Elle n'a pas disparu par magie, donc on peut penser qu'il n'y a pas d'atteinte hépatique. C'est une entité mal connue pour laquelle... Je dis à tous nos collègues, notamment en libéral, qui auraient un intérêt de faire des travaux pour essayer de la définir, pour qu'on ait plutôt de la littérature à citer. Je pense que Crossdoc nous met en exergue ces points qu'il faudrait qu'on précise. Mon hypothèse, mais qui est probablement totalement fausse aussi, c'est qu'il y a soit dans certains cas une accélération du transit qui entraîne le fait que le mélange bilirubine et ce qui montrait un peu sur les sels bicolores, bilirubine, sel, n'est pas fait de manière adéquate. Et en fait, on voit des sels séquentiels, plus ou moins décolorés. C'est plutôt parce qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose qui l'explique. J'en sais pas beaucoup plus que ça. Et la dernière question, donc, alors on a beaucoup de questions sur les phosphatases alcaïnes. Alors, phosphatase alcaïne, c'est le fléau des hépatos, parce que, comme vous le savez, il s'agit d'une métalloprotéase qui est en fait ubiquitaire. Et qui donc, quand on les dose dans le sang, correspond à la fois à la somme des phosphatases alcalines osseuses
et hépatique. Et donc, en fait, on a beaucoup de mal à les interpréter. Et donc là, il présentait, autre grand principe, on fait un bilan parce que l'enfant a mal au ventre et on a une perturbation. Donc là, il y avait de phosphatidylcholine à dizaines. Et donc la question, c'était qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il y a, comme ça a été signalé, on a toujours cette ressource des PAPA de pédiatrie qui sont une ressource quand même, je pense que tout le monde connaît, mais qui est assez forte, puisqu'il n'y a pratiquement aucune question ou très peu de questions dans lesquelles on n'a pas un PAPA de pédiatrie. Et donc là, qui nous oriente clairement et qui en plus nous explique qu'il faut se méfier, que les valeurs de référence selon l'âge, vous voyez, sont différentes selon les filles et les garçons, et ce qui fait qu'il faut voir si les valeurs du laboratoire tiennent compte de cette différence, que vous voyez que des phosphatases alcalines à 1000 peuvent être trouvées de manière également physiologique à des âges chez des adolescents. Donc, premier élément, est-ce qu'on est pathologique? Et deuxième élément, il existe une entité qu'on appelle l'hyperphosphatasémie bénigne transitoire. Donc là, dans cette étude où ils avaient récupéré toutes leurs phosphatases alcalines dosées pour des enfants venant aux urgences, donc ils avaient pris les 518 avec une infection respiratoire ou digestive, on avait 12 qui avaient des phosphatases alcalines à plus de 2000. Donc vous voyez que c'était plutôt des petits enfants, ça c'est l'âge moyen, avec les garçons étaient plus petits que les filles, enfin on était toujours à moins de 5 ans, et sur tous ces enfants, ce que l'on voit, ils avaient essentiellement, alors, sauf un qui avait une cellulite à staphylocoque, mais des infections respiratoires basses ou hautes, avec des phosphatases alcalines élevées, donc probablement post-infectieuses respiratoires, même si après beaucoup d'autres virus donnent ça, et avec un retour à la normale dans un délai plus ou moins long. Enfin là, il a fallu presque 6 mois pour que ça survienne. Donc on peut voir ce tableau en post-infectieux. Alors en post-infectieux, on peut également voir des perturbations du bilan hépatique classiques, mais dont on peut être rassuré, même si il ne recommandait pas ça, il est probablement quand même de bonne loi de s'assurer d'une normalisation à distance dans un délai qui n'est pas forcément facile à définir. Et donc enfin, la personne que vous attendez tous,